à tous. Bienvenue dans Les Futurs Leads, notre deuxième émission de la série dédiée à mettre en avant les femmes dans le monde professionnel. Aujourd'hui, on retrouve de nouvelles invitées inspirantes. Elles sont managers, dirigeantes ou encore entrepreneurs et elles vont vous faire découvrir comment affirmer son leadership au féminin. Pour porter ce sujet, nous ne pouvions pas trouver une meilleure animatrice que Christine Caval-Decourcy, notre formatrice et partenaire. Au-delà d'avoir fondé EgoStyle et d'avoir coaché de nombreux professionnels dans tous les secteurs d'activité depuis 30 ans, Christine est, de par son parcours et son savoir-faire, une leader inspirante pour les nouvelles générations. Alors, comment développer son leadership au féminin ? Moi, je pense beaucoup à cette petite voix que l'on a en nous, qu'on appelle les injonctions, qui viennent de notre éducation, qui viennent de notre enfance. Je pense que c'est culturel, que c'est notre mémoire collective qui entretient cela. Je pense que ça évolue aujourd'hui, hein, les jeunes femmes pourront nous le dire lors de leurs interviews. Mais il y a encore chez certaines d'entre nous quelque chose de très prégnant dans ces injonctions qui sont soit belles, soit parfaites, soit gentilles, soit sages. Donc ces injonctions, je pense qu'elles nous inhibent notre créativité, qu'elles nous empêchent d'être nous-mêmes, qu'elles nous pèsent, qu'elles nous figent. Et ce serait bien effectivement qu'on arrive à se libérer de ça, à se libérer de cette image que l'on souhaite transmettre, que l'on pense transmettre, celle qu'on aimerait transmettre et être plus finalement plus nous-mêmes, nous assumer. Et aller vers une acceptation de soi-même, apprivoiser son image, accepter bien sûr ses qualités, les reconnaître, les mettre en avant, les mettre en valeur. Ça, c'est l'affirmation de soi, c'est le développement de son leadership. Mais aussi accepter ses défauts ou ce que l'on pense être des défauts, parce que c'est pas toujours perçu comme ça par les autres. Hein. C'est peut-être ce qui permet de développer son style, développer sa personnalité, affirmer son style. Donc ça peut être intéressant d'être moins dans la volonté de conformisme. Avant de lancer le débat autour de la place des femmes dans les postes à haute responsabilité avec 3 de nos invités, on retrouve tout de suite le témoignage de Diana, jeune entrepreneur qui lance Melawak, une marque de cosmétiques responsable franco-mexicaine. Il y a juste une chose qui me dérange, c'est la porte ouverte, c'est pas feng shui. Bonjour Diana, je suis ravie de faire ta connaissance. Enchantée. Moi je suis Diana, la cofondatrice de Melawak et je suis mexicaine et je suis arrivée en France en 2014 et je restais pour faire mes études, faire mon master en communication internationale et après en affaires internationales et marketing et j'ai travaillé un peu dans les pharmaceutiques, chez Sanofi, dans la communication. Chez Sanofi, voilà j'ai vu. Dans la communication et conduite de changement. Après un peu dans les conseils et dans des startups et j'ai décidé de lancer ma marque de cosmétiques et pour plusieurs raisons et principalement parce que je suis allergique à la plupart des cosmétiques et c'est un sujet qui me passionne de trouver un bon cosmétique pour ma peau. Après je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir ce problème. Et aussi les côtés écologiques. Il y a tellement de cosmétiques et j'étais chaque mois plein de cosmétiques en plastique, surtout ils sont la plupart en plastique. Et j'ai décidé de créer quelque chose naturel mais écologique aussi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé avec mon mari, qui est mon associé, et de créer la marque Melawak. Qui veut dire vérité. Oui, en nahuatl. Et en rappelant aussi la culture mexicaine, franco-mexicaine, parce qu'on est 2 cofondateurs. Et quand je dis mexicaine, c'est le côté, déjà le nom de la marque, et l'inspiration pour créer le logo, tout ça, et aussi les ingrédients. Ce sont des ingrédients typiques de l'Amérique latine, mais aussi qu'on trouve en Europe, parce que l'idée, ce n'est pas de ramener les ingrédients d'aussi loin. Uniquement. Et aussi des transparents, une pédagogie sur tous les ingrédients, tout ce qu'on fait.
Donc l'idée de nos réseaux sociaux, n'est pas que faire des contenus sur nos produits et pour les vendre, c'est aussi informer et faire quelque chose de qualité. Voilà. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire ce qu'on appelle un retour d'image. Donc, j'ai regardé les réseaux sociaux, si j'ai bien compris. Donc, tu es mexicaine. Il y a à la fois LinkedIn, Instagram et YouTube, hein, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, tout est cohérent dans ce que tu présentes. Mais il y a une chose qui manque, c'est toi. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, j'endosse le rôle de créatrice et de porte-parole, mais je pense que tu dois être l'image de l'entreprise. Avec ton mari, en plus, il y a vraiment une cohérence de parcours, sa participation à lui, et je pense que c'est nécessaire que tu te mettes davantage en avant. Au début, mon mari me disait il faut te mettre plus en avant. Déjà, je ne voulais pas, pour mon histoire de français, que je n'avais jamais parlé, même en vidéo en français, je n'étais pas à l'aise. Mais oui, je pense que c'est un point. Ouais. Il faut le construire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies un pitch et puis que tu n'en sortes pas, enfin que tu peux le faire évoluer, hein, mais qu'il soit cohérent, quels que soient les réseaux sociaux. Puis après, ce pitch, une fois que tu l'auras fait, parce que tu as tout est dedans. Fais ce pitch, à chaque fois que tu fais une présentation, tu l'utilises. Et c'est la répétition qui va faire l'intégration, la compréhension, l'acceptation du message et qui va créer le désir. De toute façon, plus tu utiliseras les mêmes photos, plus toi tu auras toujours le même look, avec les mêmes couleurs, le même style vestimentaire, le même environnement, les flacons posés à un endroit un peu discret, moins qu'on les voit, et plus ce sera cohérent. Toi, tu choisisses un style pour qu'on puisse vraiment te reconnaître. C'est vraiment le marketing de soi, quoi, hein, ce qu'on appelle le personal branding, à faire pour la marque. Diana va bientôt avoir un stagiaire. Et d'ailleurs, elle disait qu'elle comptait beaucoup sur son mari pour le cadrer. Si jamais le stagiaire fait quelque chose, et je pense que ce serait intéressant que Diana sache aussi montrer son leadership et apprenait à gagner son statut et gagner la confiance. Parce que si je me dis, ok, j'ai jamais été manager d'une équipe, mais lui, ça fait des années, et parfois je me dis, oui, mais c'est ma marque, j'ai peut-être envie, besoin, et je dois le faire, je dois être capable de diriger quelqu'un. Mm-hmm. En fait, gagner son statut et gagner la confiance, gagner son statut, c'est la première étape. Finalement, c'est assez technique et c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut que ce soit toi qui le recrutes, en tout cas toi la décisionnaire du recrutement, que ce soit toi qui le reçoive, même si tu le fais avec ton mari, et que ce soit toi qui l'intègre le jour où il arrive. Ça, c'est vraiment les bases. Plus tu seras préparé, plus tu auras préparé tout ça, et plus tu seras impliqué, avec ta personnalité, avec ton style à toi, plus tu as de chances pour gagner ton statut, gagner sa confiance, et puis instaurer aussi mettre en place ton leadership et le voir régulièrement dès que tu peux, si c'est le matin quand il arrive, pour faire un feedback sur ce qui s'est passé la veille, ce que tu attends de lui dans la journée, comment ça va, ou d'elle, comment ça va se passer, lui expliquer un maximum, lui montrer. En fait, avant tout, le leadership, c'est du temps. C'est-à-dire le temps que tu vas lui donner. Faire en fonction de ce que toi, tu as vécu. Ouais. Oui, alors juste pour conclure, Diana, est-ce que tu peux nous dire un peu trois conseils que tu donnerais à une jeune femme qui souhaiterait lancer son entreprise? Oui, le premier conseil, c'est d'être accompagné. Être accompagné soit par un conseiller, un incubateur et un associé. Parfois, on s'est dit, je peux le faire toute seule, mais c'est toujours mieux si on est 2 personnes, 3, 4, mais pas seul. Et aussi d'être accompagné parce qu'au début, même si on était 2, on a fait beaucoup d'erreurs. Et on a perdu de l'argent parce qu'il avait personne et avec de l'expérience. Ça, c'est mon premier conseil, d'être entouré avec d'experts. Et aussi, ne pas vouloir faire tout soi-même. Par exemple, si on a besoin d'un contrat, un avocat ou faire de la comptabilité, toujours très important d'avoir un avocat et un comptable. Je pense que ce sont les 2 personnes les plus importantes dans le développement d'un projet. C'est de
c'est vrai que c'est cher, l'avocat surtout. Et parfois, on se dit, bon, je vais faire toute seule un petit contrat que je trouve sur des applications qu'on trouve maintenant sur Internet. Mais l'avocat, c'est plus que ça. Ça coûte cher au début, mais vraiment le faire parce que long terme, ça va être plus cher si on le fait toute seule. Et troisième, c'est, je pense que quand on crée un projet, on parle à tout le monde. On parle à tous, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il y aura évidemment beaucoup de personnes qui te disent ça n'a pas marché, ça existe déjà, mais comment tu vas faire? Et je pense que c'est la persévérance qui te fait réussir dans un projet. C'est vraiment de se dire, continuer même avec les commentaires ou la situation sanitaire maintenant. Il y aura toujours un problème. Il y aura toujours un problème externe, interne, n'importe. Et ça ne t'empêche pas de faire ton projet. Bonne chance dans ton projet. Et puis, on va tester les produits. Oui. C'est bon, on peut y aller. C'est parti. Bien. Bonjour à toutes les trois et merci d'être présentes. Donc, on est ravis de vous accueillir dans notre émission et sur le thème aujourd'hui du leadership au féminin. Vous avez déjà eu, je crois, un entretien préliminaire avec Mélina et Ingrid. Donc on va aller peut-être un peu plus vite dans le vif du sujet. Anne-Laure est expert comptable associé au cabinet DBF, donc à Paris. Christelle est donc responsable du service comptable, également credit manager dans une entreprise américaine, hein, si j'ai bien compris, qui représente à peu près 2000 personnes. Voilà. Et dans le monde de l'industrie. Et Aurélie, tu travailles dans une entreprise de spiritueux. Exactement. Tu es responsable à l'export, c'est ça? Exactement, responsable export en Europe. Alors, j'ai plus d'équipe là dans mon nouveau poste. Je viens de changer de poste il y a 4 mois et avant, j'étais responsable d'une équipe de 3 personnes que j'avais recrutées, formées. Donc, on a le monde des spiritueux, l'industrie chimique et l'expertise comptable. Christelle, combien de personnes as-tu sous tes ordres? Donc, j'ai 4 personnes en France et au niveau de l'Europe, une personne en Allemagne, une en Pologne, une en Angleterre, dont je ne suis pas la responsable hiérarchique directe, mais en tant que coordinatrice Europe, au niveau de l'influence, de l'organisation des process. Et Anne-Laure, nous, combien de personnes chez DBF? Donc chez DBF, on est 200 salariés à peu près, donc pour 10 associés. Moi, je manage une équipe d'une 20aine de collaborateurs. D'accord. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous avez fait pour développer votre leadership au féminin dans un monde professionnel plutôt masculin, ou en tout cas au niveau du management? Oui, alors moi je trouve ça intéressant de parler de leadership au féminin parce que je me sens pas forcément une personne avec un leadership extrêmement développé ou peu développé d'ailleurs. Simplement, c'est des choses qui se sont faites naturellement. J'ai eu un périmètre en fait qui a grandi au fur et à mesure et ce qui fait qu'il était nécessaire d'embaucher et donc de constituer une équipe. D'accord. Donc toi, tu n'as pas ressenti d'écart entre les hommes et les femmes dans ton secteur d'activité? Mes collègues masculins m'ont plutôt fait souligner que parfois c'était un atout parce que ça me permettait de me différencier par rapport à mes collaborateurs qui faisaient le même métier. Il y a vraiment une fonction de brand ambassadeur, donc de représentant de marque. Donc forcément, quand on est une jeune femme d'une 20aine d'années qui arrive en Russie, en Ukraine, ça marque un peu plus les esprits que un homme d'une 50aine d'années qui fait plus partie du stéréotype auquel on peut s'imaginer. Et Christelle? Moi, dans mon secteur d'activité, en compta, en finance, on trouve femmes et hommes. En l'occurrence, dans ma société, j'ai vraiment pas le sentiment, un peu comme Aurélie, d'avoir pu rencontrer des problèmes du fait que je sois une femme, voire même au contraire. Je pense qu'il y a un très bon accueil. Alors, leadership au féminin. Alors, je suis allée voir leadership, la définition, ce que ça veut dire exactement. Je lis capacité à inspirer la confiance, à guider, à influencer pour atteindre des objectifs.
Alors, comment le définir au féminin? Je dirais que pour moi, le leadership au féminin, c'est avant tout une manière de manager pour une femme, en fait. Voilà, il faut garder son authenticité, il faut savoir s'affirmer, il faut fédérer, influencer, mais on n'a pas forcément la même manière de le faire. D'accord, ok, merci Christelle. Et toi Anne-Laure, alors ta perception? Quand je suis devenue associée, on était 10 associés, j'étais la 2e femme. Et maintenant, on est 4 femmes pour 10 hommes. Ce qui est beaucoup plus que la profession parce que tant au niveau des collaborateurs, effectivement, c'est beaucoup plus féminin. Mais au niveau des diplômés experts comptables, on a encore à peu près 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes qui vont jusqu'à l'expertise comptable. Donc on manage plutôt des femmes. Par contre, les chefs d'entreprise sont quand même en grande majorité des hommes. Large majorité, là, je pense. Et toi, alors comment tu as pu évoluer dans ce milieu? Parce qu'un homme, pour le coup, m'a senti que j'avais le potentiel pour devenir associée, puisque c'était lui auquel j'étais rattachée. Et pour eux, ils cherchent des hommes avant tout, alors dans le sens être humain, qui rentrent dans leur projet pour devenir associés et développer l'entreprise. Comment tu perçois, toi, la mixité au niveau managérial, au niveau des associés, par exemple? Alors la complémentarité, c'est bien le bon mot, je pense. Et ça équilibre les choses. On a effectivement, comme disait Christelle ou Aurélie tout à l'heure, on n'a pas tout à fait la même façon de manager. On a peut-être un peu plus de douceur et on voit qu'on arrive avec nos personnalités différentes à aller dans le même but et à faire évoluer les choses aussi pour les hommes en leur faisant passer les messages et notre manière de faire. Christelle, est-ce que tu vas apporter quelque chose en complément? C'est vrai que le style de management propre aux femmes est souvent plus empathique, plus bienveillant, mais je crois quand même qu'on ne s'impose pas parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme. Je pense qu'on est un bon manager parce qu'on est compétent, on met en avant ses compétences, son expérience, on fait confiance, on rend les gens autonomes, on donne des objectifs clairs, atteignables et on reste à l'écoute. Alors peut-être que les femmes sont plus effectivement plus flexibles, plus douces. Enfin, ça dépend lesquelles, hein, c'est toujours pareil, c'est comme les hommes. Et je pense qu'une entreprise où il n'y a que des femmes, je pense qu'il manquerait aussi des hommes. Un bon équilibre, il y a des secteurs d'activité où il n'y a pas du tout cet équilibre. C'est ça. C'est ça plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a cet équilibre. La moyenne dans l'entreprise, c'est 42% des cadres qui sont des femmes, mais elles ne sont plus que 17% à des postes de direction. Et elles ne sont plus que 10% dans le top management, dans la moyenne des entreprises françaises. Donc, parce on qu'on se leur pose fait la peur. question pourquoi. En fait, j'ai posé la question parce que dans mon entreprise, j'ai pas ce sentiment d'être pénalisée parce que je suis une femme, mais dans le constat, c'est que effectivement, dans le comité de direction, il n'y a pas de femmes. Et j'ai posé la question directement, sachant que j'avais cette émission aujourd'hui, en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et on m'a répondu c'est vrai. C'est un constat, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Il y a eu du mieux, mais c'est lent, c'est très lent. Et donc là, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on m'a répondu mais peut-être que les femmes font peur à ce niveau de poste. Et en même temps, il m'a été dit également, pourtant, quand il y a une femme dans le comité de direction, c'est bien souvent plus facile de discuter, de négocier, parce que ça met du liant, ça met de la souplesse, de la flexibilité. Donc, ça manque. Quand tu dis elles font peur, tu penses qu'ils faisaient référence à quoi? Elles font peur, peut-être prise de pouvoir. On est quand même on reste, même si culturellement on a évolué, on est quand même dans une société assez machiste. Un peu latine. Voilà. Et que, voilà, il faut pas trop de femmes au pouvoir quand même. Il en faut, mais pas trop.
mais je trouve quand même qu'il y a eu des progrès. D'accord. Je sais pas ce que... Moi, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce qu'a dit Christelle sur le fait qu'on est dans une société machiste, etc. Donc, c'est vrai, hein, il y a forcément parfois ce genre d'attitude, mais il y a un constat que je fais aussi, c'est que, par exemple, là, aujourd'hui, à mon poste, on est 4 femmes, 4 hommes, totalement équivalents, mais au-dessus, vraiment tout ce qui est plus direction, on retrouve que des hommes. Il s'avère que mon directeur va partir à la retraite d'ici 2 ans. Et bon, forcément, on se pose la question de qui va prendre sa place. Et quand on demande aux femmes du service si elles voudraient prendre le poste, c'est pourquoi pas. Et moi-même, je suis la première à donner comme réponse pourquoi pas. Si on me donne l'occasion, je dirais pas non. Et les hommes, leur réponse, ça va être oui, je voudrais briller le poste. Et donc déjà dans la perception en fait de la direction, les hommes ont envie de prendre ce poste et les femmes pas forcément. Et je pense que c'est cette perception qu'on va pouvoir donner qui change en fait. Est-ce qu'il y aurait une manière de faire changer les choses par rapport à ça, peut-être de dire aux femmes, aux jeunes femmes que il faut y aller, il faut plus hésiter, il faut s'affirmer? Bien sûr, si une jeune femme a envie de briguer un poste ou un autre, il faut qu'elle fasse le premier pas et surtout, il ne faut pas qu'elle attende qu'on lui propose. Les hommes, on ne leur propose pas non plus, donc on ne va pas le proposer aux femmes. Oui, mais après, je pense que ça évolue aussi parce que quand je suis devenue associée il y a quelques années maintenant, les chefs d'entreprise étaient très souvent des hommes. Je trouve que c'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus de femmes chefs d'entreprise au féminin et qui se sentent prêtes à avoir des fonctions importantes, qui sont prêtes à prendre des responsabilités. Et éventuellement, parfois, les sacrifices aussi que ça implique. Mais ça change quand même, ça évolue. Oui, justement, pour moi, il y a un vrai changement. Et une fille ait envie de faire ingénieur, il n'y a pas de souci. Et le fait qu'un homme ait envie de se diriger plus vers des métiers type infirmier, pourquoi pas? Donc, il y a un changement. Après, c'est plus les postes à responsabilité où là, il y a une évolution plus lente. Bon, ensuite, il y a aussi une autre question qu'on se pose, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui 25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Après, bon, on n'a pas accès aux mêmes carrières et aux mêmes emplois, mais à travail égal, l'écart est quand même aujourd'hui de 9%. Là, je pense que c'est aussi une question d'âge. Ça dépend du moment professionnel de sa carrière. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai constaté qu'avec mon collègue avec qui on occupe la même fonction, je suis payée plus. Tout simplement parce que moi j'ai grandi justement avec cette idée que les hommes gagnaient plus, donc il fallait se défendre. Tu t'es battue pour ton salaire. Voilà, d'accord. Exactement. Christelle, est-ce que tu as une idée sur la question? Alors moi je suis pas concernée non plus parce que il y a eu plusieurs benchmarks qui ont été faits et en fait j'ai pas ce problème d'être moins payée pour le poste que j'ai. Ouais, pour nous, chez nous, alors bon, déjà effectivement, il y a 73% des salariés qui sont des femmes. Il n'y a pas de différence. Enfin, nous, on a une très bonne note aux critères, la parité homme-femme. Nous, on a 98%. Donc, vraiment, c'est pas un critère chez nous. Les associés hommes ou femmes, ils ont on a la même rémunération. Il n'y a pas de notion de. C'est le poste qui fait le poste, l'ancienneté, la responsabilité qui fait le salaire et. Oui, parce que c'est lié à votre secteur d'activité en fait, par rapport aux autres personnes qu'on a pu interroger dans des secteurs très masculins, les choses sont un peu différentes. Est-ce que vous avez peaufiné votre image en lien avec votre métier, en lien avec votre fonction? Inconsciemment, oui, on s'adapte. On est en milieu professionnel, donc selon les clients, si on a un rendez-vous client, oui, mais comme les hommes. Et encore, nous, dans notre métier, les hommes sont encore en costume, les femmes sont plus en tailleur. Pour toi, il y a plus de liberté pour les femmes aujourd'hui? Sur la tenue vestimentaire, oui. Et Aurélie, toi qui es en... Oui, alors l'image, si, c'est une vraie question, parce qu'en fonction de la personne à laquelle on va s'adresser dans l'industrie est très différente. Si on s'adresse à un barman,
moi, je m'attends à ce qu'il soit tatoué, qu'il ait des piercings, que justement il envoie cette image fun de certains spiritueux, surtout les Roms, il faut. Donc là, je vais pas arriver, moi, en tenue extrêmement formelle non plus. Mais à l'inverse, quand on est sur des salons ou quand on est en rendez-vous de négociation avec la grande distribution, là, il faut aussi avoir des codes adaptés et avoir un chemisier, un vêtement plus une tenue traditionnelle de travail. Il faut avoir une garde-robe assez étendue et de la place dans sa valise. Surtout quand on s'occupe et de la Russie et de la Martinique. Ah oui. Oui, du coup, est-ce qu'il y a des différences culturelles en fonction des pays ? Que ce soit l'Italie, la Russie, l'Ukraine ou la Pologne, ça va pas être le même accueil, la même façon de travailler. Et par exemple, en Russie, je me souviens d'un nouveau partenaire avec lequel on avait travaillé. Donc, on s'est rendu avec mon directeur export en Russie. Et clairement, j'étais une femme jeune, donc j'étais l'assistante. Sauf que malheureusement pour lui, ça allait être moi son interlocutrice privilégiée. Et il a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte. Donc au départ, tous les mails étaient adressés au directeur export. Et en fait, j'ai simplement demandé à mon directeur d'arrêter de lui répondre pour me laisser l'opportunité de répondre moi. Et mon directeur m'a simplement dit « Ah oui, désolé, je pensais que ça t'aidait. Vas-y, réponds-lui, t'as raison. » Et parfois, il faut... Petit recadrage. Voilà, mais il faut le signaler. D'accord. Christelle, tu veux réagir par rapport à ce Oui. sujet ? En tout cas, moi, j'ai travaillé, pour répondre à ta question, j'ai travaillé sur l'image du comptable un peu vieillot, et voilà. Et souvent, on a pu me dire « Ah, mais toi, t'es pas une comptable comme les autres » ou « Ah, ben non, mais je croyais pas du tout que tu travaillais à la compta. » Voilà, donc comme quoi... Il y a encore des a priori. Ouais. Par contre, c'est vrai que je fais attention également à mes tenues avec les Américains, qui sont beaucoup plus puritains, etc. Donc les jupes pas trop courtes, les pas de décolleté trop profond. Comment vous définiriez chacune votre style de management ? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de responsabiliser les gens. Et donc, je suis sûrement assez souple. Et par contre, j'attends de l'autre côté qu'on me rende cette souplesse par du professionnalisme, de la fiabilité, quoi. Je pense que j'ai un management très, très à l'écoute, un peu trop maternel. J'aimerais bien avoir plutôt ce côté très rigoureux, etc. Mais tu veux dire que tu as un management empathique ? Oui. Oui. Mais je pense pas que ce soit que positif, parce que justement, il faut être une personne, quand on est manager, sûre et sur laquelle on puisse compter. J'ai managé 3 juniors, donc qui avaient besoin d'être formés et d'être initiés au monde du travail, et donc leur apporter une certaine rigueur, leur apporter certaines règles, leur donner les lignes. Pour les rassurer. C'est important. Et Christelle, alors, quel est ton mode de management ? Quel est ton style ? Je dirais que j'essaye d'être une manager humaine, mais j'essaye vraiment de donner confiance et de travailler sur les qualités de chacun. Alors, je suis un peu aussi, comme disait Aurélie, un peu maternaliste. Je pense que justement le leadership et le type de management au féminin, on est plus à même de comprendre un enfant malade, des problèmes perso. Voilà, on est plus à l'écoute en tout cas. Ce qu'il faut par contre, c'est que voilà, il y a des deadlines, il y a des résultats à rendre, et donc c'est dans les deux sens, quoi. C'est dans les deux. D'accord. Il y a quand même beaucoup et d'avoir de la communs. reconnaissance aussi, et de la Il y a beaucoup de reconnaissance. points communs entre les trois, hein, sur le plan La de l'humain. reconnaissance. Oui, mais c'est vrai que des fois, du coup, on se dit, avec le recul, quand ça se passe pas bien, parce que ça arrive aussi que ça se passe pas bien, avec le recul, on dit, oui, j'ai peut-être été trop souple, j'aurais peut-être dû être un peu plus dur. Enfin voilà, on remet en cause aussi ce côté maternel, parce qu'il faut pas non plus que ça soit ça. Et puis tout le monde n'attend pas le même management en plus. S'adapter
Tout le monde n'attend pas le même management, mais c'est aussi à vous de présenter votre mode de fonctionnement, votre mode de management pour que votre équipe s'y adapte. C'est aussi ça le leadership. Oui. Enfin, bon, Mais tu vois, Anne-Laure, moi, je préfère me dire j'ai été trop douce, trop flexible, que de me dire j'ai été trop dure. Après, c'est toujours une question d'authenticité. Voilà, il faut être en accord avec soi-même. Oui, donc ce que vous êtes en train de décrire, c'est votre style, mais c'est aussi votre personnalité, c'est aussi vos valeurs, c'est aussi vos croyances. Et Aurélie, toi, alors, en termes de management, sur quoi tu aimerais progresser ? Affirmer plus mon management et affirmer plus quand je ne suis pas d'accord. L'inverse, justement, de l'empathie, être un peu plus tranchant et un petit peu plus ferme, qui, pour moi, est plus compliqué. Ah oui, encore une fois, tu vois, tu as tendance à mettre l'empathie et l'autorité sur deux plans différents. Et l'empathie peut être un levier pour développer son autorité. Après, moi, je reste convaincue que on ne s'impose pas par son autorité. Pour moi, en tant que manager, on va s'imposer par ses compétences, par son écoute, par son expérience. Oui. Les collaborateurs attendent d'un dirigeant qu'il ait confiance en lui, qu'il prenne les personnes par la main et qu'il les entraîne. C'est quand même une forme d'autorité, quoi qu'on en dise. Et tu es une pédagogie pour expliquer les choses, par exemple. Voilà. Si on n'est pas d'accord, c'est le dire, le faire savoir, l'expliquer le pourquoi, le comment, c'est sûr, avec de la pédagogie, mais en restant ferme. Oui, moi, quand je parlais d'autorité, c'était taper du poing sur la table, hurler, voilà. Mais ça existe lancer encore. Lancer des casseroles à la tête, comme dans les grandes cuisines. Ça existe encore. Souvent un problème de gestion du stress aussi, quand on a vraiment des... Donc, quand on a des une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Hein, c'est un de fer dans un gant de velours. Vu que vous êtes en poste de haute responsabilité, comment vous avez pu trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie privée ? Je pense que quand on a des enfants et qu'on a des postes à haute responsabilité, il faut forcément que derrière on ait de la famille qui soit impliquée et qui suive nos projets. Il faut aimer ce qu'on fait et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on arrive à trouver un équilibre. Que après on n'a pas énormément de temps pour nos enfants, mais le temps qu'on a, s'il est qualitatif, je pense qu'il est suffisant. Et puis on leur inculque autre chose, la notion, le rapport au travail. Je suis des filles, je suis fière qu'elles soient la grande qui a 15 ans, indépendante et qu'elle sache s'affirmer déjà en tant que jeune fille. Et elle a bien conscience que elle n'est pas inférieure à un homme, qu'on est tous égaux. Moi, je dirais aux jeunes femmes qui débutent, ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Franchement, assumez votre féminité. Bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. C'était vraiment très riche et très intéressant. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. L'objet de notre entretien aujourd'hui, c'est de t'interviewer pour avoir un peu ton expérience, ton témoignage en tant que femme dans un monde très majoritairement masculin qui est l'aéronautique, si j'ai bien compris. Donc, c'est ça. Et depuis un certain temps, tu as travaillé principalement dans un bureau d'études. C'est ça, jusqu'à l'été dernier, donc un peu plus de 20 ans. J'ai bien lu aussi, il me semble, qu'il y a une femme sur 30 hommes environ dans les bureaux d'études. C'est ça, de manière générale, un bureau d'études en aéronautique, il y a deux gros métiers, ceux qui font du dessin et ceux qui font du calcul. Donc moi j'étais calcul, donc le but étant de vérifier si la pièce que vous allez monter sur avion, combien de temps elle va tenir et si elle ne va pas se fissurer. Voilà. Donc tu travailles avec des logiciels, c'est beaucoup numérique, informatisé? Oui. Uniquement des logiciels. Oui. D'accord. Oui. Donc tu as fait du management? Depuis mon nouveau ta métier, nouvelle fonction. Voilà. Donc, alors, parle-nous un peu de ta nouvelle fonction aujourd'hui. Parce que pendant 20 ans que j'étais au bureau d'études, j'ai pas eu l'opportunité de faire du management. Donc maintenant, je fais de la qualité engineering. Donc c'est de la qualité
pour l'engineering. Donc je reste très en contact avec le bureau d'études et je suis là pour mesurer leur performance et mettre en place des actions correctives. Donc c'est moins technique, mais je reste quand même très liée avec le monde engineering que forcément je connais très bien. Donc je pense que ça facilite et mes relations avec les gens et mon travail de tous les jours. Et tu manages une équipe de combien de personnes? Alors nous sommes 5, il y a 3 filles et 2 garçons. Et là du coup en qualité c'est bien plus féminin. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en termes de management? Quels sont les avantages d'être une femme dans un univers masculin quand on fait du management? Comment tu le vis, toi? Alors, les avantages et les inconvénients, il y a quand même des avantages. C'est franc, un milieu de garçons. Quand ça va pas, on se dispute. Et puis après, c'est réglé. Voilà. D'accord. Donc, tu avais le même traitement que les garçons, finalement? Oui, j'ai le même traitement. Tu avais le même traitement. Oui, sauf que quand même, voilà, les réflexions, les blagues, etc. Oui, les réflexions et les blagues, vous étiez sur un pied d'égalité. Avec mes collègues, oui. Comment réagir? Bon, il y en a peut-être moins aujourd'hui, mais à une blague un peu sexiste ou à une blague sur la tenue, sur le look, sur le physique? Alors, je pense que si ça dérange, il faut le dire. C'est pas la peine de faire semblant d'accepter quelque chose qu'on n'accepte pas. Voilà. Le dire en face à face ou le dire face au groupe quand c'est dit face à un groupe, dans un groupe? C'est pareil, c'est mon conseil. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il faut le dire en face à face avant d'aller avertir la hiérarchie, parce que peut-être que celui qui est en face ne comprend pas l'effet que ça peut faire et ça peut régler le problème et puis c'est fini. Voilà. En revanche, forcément, si c'est insistant, il faut faire intervenir des tiers. Parce que le but final, c'est quand même effectivement d'être intégré au groupe. Il faut pas vouloir être à côté isolé. du groupe. Et si tu devais donner des conseils à des jeunes femmes qui souhaitent rentrer dans ces métiers masculins, dont notamment les métiers techniques ou l'aéronautique, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour un entretien de recrutement? Il faut mettre en avant le fait que on a envie de faire carrière et on a envie de s'impliquer dans son métier, parce que c'est vrai que dans les esprits masculins, il reste cette image de la femme qui peut-être va se mettre au 4-5e parce qu'elle aura des enfants petits, ou qui risque de prendre une année de congé parental parce qu'elle va avoir des enfants, voilà. Et je pense que, à moins que ce soit son choix, donc il faut l'assumer, mais si c'est pas comme ça qu'on voit sa carrière, il faut vraiment insister là-dessus au moment de l'entretien d'embauche, et il faut le préciser. Contrairement à un homme, je pense qu'un homme ne vient pas en entretien en disant « Vous savez, je ne vais pas prendre de congé parental ». Il n'a pas besoin. Oui, c'est ça. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'une femme, il faut qu'elle montre davantage sa motivation. Oui, et le fait qu'elle va être impliquée, oui, mais c'est sûr. Christine ou Véronique, est-ce que vous avez des conseils au-delà de juste montrer sa détermination? Comment se vendre sur l'entretien de recrutement ou l'entretien de carrière? Parce que souvent, les problèmes qu'ont les jeunes, que ce soit femmes ou hommes d'ailleurs, c'est de savoir se vendre sans paraître... peut avoir tout de suite cet aspect, j'ai pas envie de paraître commercial ou d'avoir l'impression de vendre quelque chose que je ne suis pas. Donc comment on peut faire? Alors, j'ai une réponse par rapport à ta question. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit le fait que l'on se vend, certes, mais que l'on achète aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut savoir se mettre en valeur, se mettre en avant, c'est une façon de s'affirmer. Mais c'est nécessaire aussi d'avoir à l'esprit que j'achète un poste. Et là, du coup, ça rééquilibre la relation. Et je pense que l'entretien se déroule mieux. C'est oser. Savoir aussi poser des questions ouvertes, poser des questions sur qu'est-ce que vous faites, quelle activité, comment ça se passe au sein de l'équipe, comment l'équipe est constituée, quel est le processus de recrutement, quel est le processus d'intégration, quelles sont les formations proposées, parce que c'est une preuve d'intérêt, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve de confiance en soi. Et puis on inverse les rôles. Parce que quand on est dans un recrutement, on est dans la communication, il y a l'émetteur et le récepteur. Quand on est dans un recrutement, on est beaucoup dans l'émission, puisqu'on est questionné, on est un peu passé à la question. Et là, en fait, on inverse les rôles. C'est celui qui pose les questions qui domine la situation,
Et en écoutant l'autre, ça lui permet de préparer ses réponses, d'avoir une longueur d'avance. Je pense qu'il ne faut pas mettre en avant uniquement ses compétences et son expérience parce qu'on est plusieurs à avoir les mêmes compétences et avoir la même expérience. Et donc, c'est aussi effectivement l'image qu'on transmet qui est très importante. Et donc, oui, s'intéresser et poser des questions. Montrer aussi qu'on s'est un peu renseigné, aussi qu'on n'arrive pas là par hasard. Exactement. Ça, c'est important. Et bien sûr, oui. Voilà. Ça, c'est un minimum. J'ai une question pour Véronique. Est-ce que le début, c'était compliqué? Est-ce que ça t'a changé? Comment ça a été de devenir manager? Alors non, c'est pas compliqué, mais je connaissais complètement le périmètre de mon poste, donc je m'étais bien renseignée avant. J'avais beaucoup discuté avec la personne que je remplace, donc je n'étais surprise de rien. Mais j'avais fait un pré-travail important pour bien être sûre que ça me correspondait, parce que pour moi, c'était vraiment un virage dans ma carrière. Du coup, je n'étais surprise de rien et je pense que c'est ça qui a beaucoup aidé. À la préparation. Oui. Et est-ce que toi ou Christine, vous avez des conseils pour les femmes qui vont basculer dans des postes à haute responsabilité? Les premiers moments sont les plus importants. Donc, comme on dit, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Les premiers moments sont les plus importants. Éviter l'improvisation, être prête, se préparer. S'être renseigné sur son nouveau job, le périmètre de son nouveau job, sur les personnes avec lesquelles on va travailler, asseoir son autorité, gagner son statut dès les premiers moments. C'est organiser une réunion où je me présente, voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, donner le mode d'emploi dans la transparence, assumer ses aspérités, ses défauts, et puis recevoir les personnes en individuel dès les premiers jours, quoi, vraiment tout de suite, pour faire connaissance, connaître la personne, voir quelles sont ses motivations, voir quels sont ses projets, ses ambitions, dans quel état d'esprit se trouve la personne, quelle est son expérience. C'est vraiment communiquer, ne pas se mettre tout de suite au boulot sur son ordinateur, sur son écran, mais passer du temps avec l'équipe, c'est tellement évident, mais bon. Le mot de la conclusion, venez dans le technique les filles, venez. Voilà. Merci Véronique. Merci, au revoir. La semaine prochaine, même jour, même heure, nous vous donnons rendez-vous pour notre dernière émission. Les Futurist Now sera dédié à partager les opportunités professionnelles dans le monde de la tech. D'ici vendredi, rendez-vous sur les pages My Connected Company et EgoStyle pour découvrir des nouvelles interviews passionnantes. Parce que les femmes sont aussi ingénieures, entrepreneurs, innovatrices. Parce qu'elles sont essentielles à la construction de notre monde de demain. Nous lançons le hashtag Women in Future.